Du coup, tout le monde se mute à part Rémi. Attendez, parce qu'il y en a plein qui sont plus là du coup. Attendez, Ouais. vous me mutez pas. Mettez un at everyone. Non, vous me mutez pas pour me poser des questions. Non, mais on les pose à l'écrit, sinon ça va être trop le bordel. Non, mais au pire, on sortira si on a besoin. Ok. Rémi, la rediff, je la mets sur quoi? Au pire, Au on se la pire, mettra quand on a une sur, question, on je dit. sais pas... Sur le groupe de classe. C'est trop long. Sur le- Essaye de mettre un lien sur... Ouais, je verrai si j'ai à la limite, je fais une vidéo YouTube non répertoriée. Est-ce que sur vos portables, vous pouvez vous démute et vous remute à l'infini? Donc vous êtes en live? Oui, tu peux. Oui, tu peux. Et bah voilà, on se mute nous-mêmes. Et puis genre, quand t'as une question, tu te démutes. Mais non, Oui, parce que voilà, le mec, voilà. tu vas pas couper la parole à Rémi en plus, tu vois. Si, mais coupez-moi la parole, n'hésitez pas. Ouais, mais si tout le monde se démute en même temps, ça va être le bordel aussi, genre. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, on a un peu de civilité. On essaye comme ça, et puis si ça marche vraiment pas, on le fera avec l'écrit. De toute manière, avec mon téléphone, je verrai vos questions, je pense. Et j'aurai la petite notif si ça fait un bruit, je sais pas. Enfin bref. Ok, vas-y. Il est pas sûr. Hein. Ok, bah vas-y, Je suis let's go. toujours serein, moi. Thibaut, on a ton stream. Bah, nice, nickel. Donc on va voir. À dire quand je change le diapo. Vas-y, mets le diapo. Alors, vas-y. Du coup, on est muté ou pas? On n'est pas muté, mais genre, c'est toi qui. Vas-y, Rémi. Vas-y, lance. La photo. C'est bon. Donc ce chapitre-là, on va voir gouverner la France depuis 1946. C'est assez particulier puisque la France a arrêté. Enfin, je vais lire l'intro là du manuel. Donc la France a hérité de son passé un État fort et les compétences de celui-ci s'élargissent après la Seconde Guerre mondiale. Oula, c'est quoi ce bruit là? Mais Thibaut, tu peux muter tout le monde. Hein, Thibaut? Est-ce qu'il est enculé qui marche dans ces escaliers? C'est Joseph. Si c'est moi qui mute tout le monde, vous pourrez pas vous démute pour poser des questions. Ah ouais. Bah, tu le démuteras à la fin, si on a des questions. Ouais. Bah, prenez tous de quoi noter, au pire, et vous notez si vous avez des questions, vous les notez. Ouais, Carlos, voilà, Alexandre, Clotilde, Joseph, Joséphine. Les gars. Tibalt, je mute tout le monde ou pas? Non, ouais, vas-y, tu peux commencer à faire. Vous prenez tous de quoi noter. C'est bon, vous êtes là? Vous venez de capter la photo ou pas de... Moi, c'est Pauline, bon. hein Tout le monde l'a vu. Vous me dites hein, quand vous êtes prêts. J'attends le silence radio. Des fois, ça saute. Donc, attends, est-ce que je suis parce que. Moi, j'ai des problèmes de co. Où est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on fait quoi? Vas-y, passe à l'intro, Thibaut. Attends, c'est gouverner la France depuis 1946. Vas-y, Rémi, vas-y, fais ton cours. Allô? Est-ce qu'on entend là sur le stream? Ok, attends. Je peux refaire un cours vite fait après sur le Moyen-Orient. J'ai un truc synthétique. J'ai trouvé un truc synthétique. J'ai dit que je fasse un diapo, sinon c'est moche. Bon, là, vous êtes là? Allez. Donc, on va voir gouverner la France depuis 1946. Donc, d'abord, c'est quoi gouverner? Donc, d'après Larousse, gouverner, c'est exercer sur un pays, un peuple, le pouvoir politique, en particulier le pouvoir exécutif, diriger les affaires publiques, la vie politique d'un État. Donc, on va voir donc qui a gouverné depuis cette date, 1946. Donc 1946. Rémi, répète ouais. la définition plus lentement, genre si on est qui veut le noter. Je suis en train de Ah, ouais. Ok, donc c'est exercer sur un pays, un peuple, le pouvoir politique. Attendez. Ouais. Pouvoir politique, en particulier le pouvoir exécutif, diriger les affaires publiques, la vie politique d'un État, le président qui gouverne les États-Unis. Ah bah non, ça c'est un exemple, je suis un débile. Le pouvoir exécutif. Diriger les affaires publiques, virgule, la vie politique d'un État. Donc comme on disait en philo, le pouvoir gouverner, c'est avoir le pouvoir souverain, hein, pour faire une petite corrélation entre les deux matières. Donc là, notre date, nos bornes, c'est 1946. Donc pourquoi 1946? Donc ça intervient
Mais pourquoi je vous écrirai le cours? Je sais pas, je fais un cours genre magistral, non? T'as des notes écrites que tu peux envoyer? Bah non, je lis en fait. Je lis des livres. On demande tous ça. Ok, on le veut. Bah, au pire, vous avez le diapo, non? Et puis vous suivez juste. On te veut. Ah, on l'aura. Mais non. Enfin bref. Donc ça intervient après le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. Donc c'était les De Gaulle qui était le chef. Et donc ce gouvernement provisoire. Le lien du diapo dans le truc, comme ça. Ok, vas-y. Et donc le rôle de ce gouvernement provisoire, c'était de rétablir les institutions françaises. Donc Hop, t'en es où? C'est quoi F5 pour démarrer? Ah non, c'est pas F5 pour démarrer le diapo. tu me dis quand t'es prêt, Thibaut. Vas-y. Donc on était. Vas-y, il est éclaté le cours. Donc en 1946. Donc en octobre 45, il y avait déjà eu un référendum où pour la première fois les femmes étaient appelées à voter. Pour savoir si on revenait à la Troisième République ou alors on proposait une nouvelle. Les partis s'organisaient pour proposer une nouvelle constitution. Et donc à 96%, ils ont choisi de proposer une nouvelle constitution. Donc les trois acteurs de cette constitution, c'est le MRP, les acteurs de cette constitution, de cette rédaction de la constitution, c'est trois partis: le mouvement républicain populaire, la SFIO, donc la section française de l'Internationale ouvrière, et le Parti communiste français. Donc ces trois partis sont issus des idéaux de la résistance. Donc il y avait 8 ou 9 mouvements de résistance, et donc ils ont tous donné des partis. Et après ce référendum en 45, il y a eu des élections constituantes et ils ont tous eu environ 25% des voix. Donc on a trois forces qui se dégagent, mais il n'y en a aucune qui sort du lot. Et enfin, il y a Charles de Gaulle. Donc Charles de Gaulle, lui, contrairement au parti, lui voudrait un exécutif fort. Donc ça veut dire que c'est un président qui a beaucoup de pouvoir sur l'Assemblée nationale. Tandis que ces trois partis-là, ils vont essayer plutôt de s'allier pour former une Assemblée nationale forte qui peut facilement renverser le pouvoir exécutif. Donc, qui a gouverné avant 1946? Donc, il y a eu différents courants politiques, on va dire, en France. D'abord, il y a eu l'absolutisme. Donc, c'est une monarchie absolue de droit divin qui a été instaurée par Louis XVI à la fin du XVIIe siècle. Donc la monarchie, elle s'était construite déjà depuis longtemps, depuis au moins le XIIIe siècle. Il impose l'autorité de l'État à l'Église et à la noblesse, mais sans remettre en cause leurs privilèges. Ensuite, il renforce l'administration centrale et il envoie ses intendants contrôler les provinces. Donc on a une sorte d'État centralisé, même s'il y a des provinces. Donc ça veut dire que le pouvoir il est concentré en un seul lieu par une seule personne. Ensuite, son ministre Colbert, très connu, Colbert, il s'efforce d'unifier le droit et ensuite de dynamiser l'économie. Et donc à ce moment-là, au niveau culturel, c'était le moment du classicisme où vraiment il y avait les artistes qui glorifiaient le roi, donc le roi Soleil, qui incarnait à lui seul la puissance de l'État. Ensuite, il y a eu la notion d'État-nation qui a été fondée pendant la Révolution française. Donc la Révolution française, elle a connu deux, puis ensuite un troisième système politique. Donc d'abord une monarchie constitutionnelle de 89 à 92. Donc c'est Louis XVI qui partageait son pouvoir avec une Assemblée nationale. Cette monarchie constitutionnelle, elle fait suite à la convocation du tiers-État. Et donc pour empêcher la révolte, Louis XVI, il est obligé de partager son pouvoir. Mais sauf que en 92, comme il refuse de le partager encore, il s'enfuit à Varennes pour tenter de rejoindre les autres monarchies européennes. Et donc suite à ça, il y a une république qui est fondée, la Première République. Et ensuite, comme Louis XVI est capturé, il y a les autres monarchies européennes qui attaquent la France pour donc éviter un effet domino
Donc ça, on le retrouve aussi dans la guerre froide, l'effet domino. Donc ça veut dire l'effet domino, c'est la France qui devient une république, et à côté, les pays frontaliers, ils vont aussi devenir une république, parce qu'il y a une vague révolutionnaire qui va s'emparer de toute l'Europe. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, l'effet domino pendant les... éviter ça, qu'est-ce qu'ils font du coup pour éviter l'effet domino? Bah, ils attaquent la France. Ils attaquent la France carrément. C'est une intervention militaire. Ils attaquent la France. Ouais, donc on a l'Allemagne, on a qui s'allie avec l'Autriche. Enfin, vraiment une grande coalition. L'Angleterre aussi qui va attaquer après pendant les guerres napoléoniennes. Donc il y aura plein de coalitions pendant les guerres napoléoniennes parce qu'ils suivent la Révolution française. Donc. Et donc Napoléon Bonaparte, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va mettre en place une administration moderne. Donc on a toujours un peu ça aujourd'hui. Donc d'abord pendant le consulat, puis pendant l'Empire. Donc le consulat, il n'était pas encore hyper puissant. Et donc Napoléon, en plus d'instaurer une administration moderne, il va mettre en place l'idée chez les Français qui s'appelle le césarisme. Le césarisme, c'est quoi? C'est plutôt péjoratif. C'est quelqu'un qui concentre les pouvoirs, qui est presque un dictateur, mais pas vraiment. Donc ça vient de Jules César, hein, comme vous l'aurez compris, mais quelqu'un qui est issu de l'armée, donc un général. Donc c'est l'idée que les générales, qui sont populaires, qui ont le soutien du peuple, et qui arrivent à concentrer les pouvoirs et à être des sortes d'hyper-présidents. Et donc ça, on l'a connu avec Jules César, mais en France, on l'a connu avec Napoléon d'abord, et ensuite avec le général Boulanger pendant la Troisième République, en 88-89, 1888-1889. Vous n'êtes pas obligé de connaître ça. Et ensuite, il y a eu De Gaulle. De Gaulle qui faisait peur à tout le monde, parce qu'on avait peur justement que ça devienne un dictateur, un hyper-président. Et là, toujours, on se demande si on fait pas face à un césarisme, là, aujourd'hui, avec le pouvoir exécutif de la Ve République qui est très, très fort. Donc, pour venir à l'administration napoléonienne, il y a le Conseil d'État qui est créé en 1799 pour assister les dirigeants dans la rédaction des lois. Ensuite, il y a les préfets, donc pour les départements, qui sont institués en 1800. Et donc, ils vont relayer dans les départements les décisions qui sont prises à Paris. Donc, on assiste un peu à une décentralisation, mais pas encore. Ensuite, il y a le Code civil qui est publié en 1804. Donc, le Code civil, on l'a toujours aujourd'hui. Et ça unifie définitivement le droit. Ensuite, avec ces réformes, c'est l'administration publique moderne qui se met en place. Après, il y a le suffrage universel masculin qui apparaît avec la Deuxième République en 1848. Donc elle dure pas très longtemps, la Deuxième République, pardon, je suis con. J'ai bafouillé. Elle dure de 1848 à toute fin 1851. Donc c'est le neveu de Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, qui fait un coup d'État et qui s'empare du pouvoir à cette date-là. Donc pendant la Deuxième République, le suffrage universel masculin est définitivement établi. Mais cependant, on ne peut pas dire que c'est une réelle démocratie. Ce n'est pas une réelle avancée démocratique, parce qu'il y a 50% de la population qui est exclue de la vie politique. Donc ces 50%, c'est qui? C'est les femmes. Et donc cette exclusion, elle va durer jusqu'en 1944. Donc ça fait un siècle, hein, vraiment un siècle que les femmes, elles sont bannies du pouvoir. Ensuite, le lien entre l'État et la nation, il est renversé. Il est renforcé. On t'entend plus, Rémi? Ouais, Rémi, il y a un problème. On t'entend plus. Je sais pas si tu nous entends. Démute peut-être les autres là, du coup. Ouais, je vais le faire. Si je commence par le bas, commence par le haut comme ça. Entre les gouvernants et le peuple qui se fait directement, malgré le fait que les femmes, elles soient exclues de la vie politique. Ensuite, il y a l'État républicain qui est fondé à la fin des années 70. Donc, il est fondé sur une démocratie libérale. Donc, c'est quoi la démocratie libérale? C'est le peuple, d'une, qui peut élire ses représentants, et ensuite, qui a des libertés. Donc, la liberté de culte, la liberté de rassemblement, d'expression. Enfin, voilà. Le concept de libéralisation, c'est la liberté. C'est ça, en fait. C'est le libéralisme économique, par exemple.
c'est... Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, t'inquiète. Oui, on t'entend. Ok. C'est le concept de libéralisme économique, c'est le fait qu'il n'y ait pas de règles. L'État, il fait en sorte qu'il y ait le moins de règles possible dans l'économie. Il intervient le moins possible. Et ensuite, c'est la Troisième République, c'est surtout un régime parlementaire qui prône la laïcité. Et donc, sous l'impulsion de l'État, il y a beaucoup de symboles qui vont apparaître. Donc, les symboles nationaux, donc la fête nationale, le 14 juillet, l'hymne national, la Marseillaise, une devise. Il y a aussi l'école primaire est obligatoire et le service militaire obligatoire qui vont renforcer un patriotisme, une sorte de patriotisme. Et ces institutions-là, elles vont essayer de diffuser une culture républicaine. Et donc, à la fin du 19e siècle, l'idée républicaine, elle a triomphé dans l'esprit des Français et dans leurs institutions, puisque la République, elle est pérennisée. Ça veut dire qu'elle va rester, elle va s'inscrire dans le temps. Et c'est pour ça qu'en 1944, on veut pas... on veut vraiment pas trop s'éloigner de la Troisième République, même si il y a quand même des différences. Donc, tout ce qui s'est passé avant, dis-moi si ça c'est va... la bonne diapo ou pas. Hein. Non, c'est toujours l'intro qui a gouverné, machin, c'est celle-là. Tu vois, si tu vois. Passe là, tu vas voir qu'après, c'est le ventre. Enfin, c'est la Constitution, machin. Tu vois aussi ou pas? Hein, Thibaut? T'en as la dernière partie, là, t'as républicain avec la Troisième République. Ouais, exactement. Donc, voilà, c'est le passé de la France qui va en quelque sorte fonder la volonté des partis, des trois partis que je vous ai présentés précédemment, d'écrire cette constitution. Donc cette constitution, elle est particulière. Donc déjà depuis 1944, les femmes peuvent voter, donc c'est vraiment un suffrage universel. Donc le suffrage universel, il est direct en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Donc c'est 618 députés élus pour 5 ans. Donc l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le pouvoir législatif. Donc le pouvoir législatif, c'est tout ce qui est voter les lois. Et ces lois, elles vont être appliquées par le gouvernement. Et donc, sauf que là, le souci qu'on rencontre, c'est que le gouvernement et le président de la République, donc le pouvoir exécutif qui exécute les lois, il a un pouvoir limité. En fait, après Vichy, les partis donc, qui sont issus de la résistance directement, je vous l'ai déjà dit, ils vont essayer de s'éloigner de ça parce que Pétain, c'était une sorte d'hyper-président qui avait beaucoup de pouvoir. C'est lui qui prenait toutes les décisions. Et donc, voilà, c'est un très mauvais souvenir. Et donc là, c'est l'Assemblée nationale qui a beaucoup de pouvoir, qui renverse facilement les gouvernements. Le président de la République, il a un rôle vraiment honorifique. Il peut juste nommer le gouvernement. Et donc, c'est aussi l'Assemblée nationale qui nomme le Premier ministre, donc qu'on appelle le président du Conseil. Et ensuite, le Sénat. Donc, il est élu par un conseil électoral. Donc, vous voyez qui élit ce conseil, qui compose ce conseil électoral. Et là, Sénat, carrément, qui va participer à l'élection du président de la République, en fait, il a juste un rôle consultatif. Quand l'Assemblée nationale écrit des lois, en fait, le Conseil de la République donne juste son avis. Donc on peut dire qu'il sert carrément à rien presque, à part à élire le président de la République. Ensuite, donc cette 4e République, elle va essayer de refonder l'État républicain. Donc c'est plutôt compliqué, la 4e République, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité ministérielle, il y a beaucoup de notions qui se suivent, et il va falloir essayer de s'accrocher. Donc, la constitution de la 4e République, elle est adoptée par référendum en octobre 1946. Et le premier gouvernement, il est investi en janvier 1947. Donc à ce moment-là, c'est le temps du tripartisme. C'est les trois partis, donc PCF, SFIO et MRP. Donc le PCF, ce sont des communistes, donc issus du Front National Communiste de la Résistance, où on retrouve par exemple Maurice Thorez. La SFIO, ce sont les socialistes de Guy Mollet ou de Félix Gouin. On peut aussi citer Léon Blum, qui avait été déporté et qui était à l'époque le président du Conseil sous le Front populaire. Et enfin, il y a le MRP. Eux, c'est des chrétiens démocrates. Donc, on va dire que le MRP, c'est genre le centre.
si vous voyez un équivalent du MRP aujourd'hui, par exemple en Allemagne, c'est le CDU, c'est le parti d'Angela Merkel. Donc voilà, c'est chrétien-démocrate, mais en vrai c'est laïque. Hein, c'est juste une sorte, c'est pour revendiquer une appartenance au centre, quoi. Et donc ces trois partis, ils vont s'allier contre De Gaulle, parce que De Gaulle, lui, ce qu'il voulait, c'était un exécutif fort. Ils vont s'allier contre De Gaulle pour pouvoir faire une constitution où vraiment le pouvoir législatif aura quand même l'avantage sur le pouvoir exécutif. Alors, elle a adopté à 56% de oui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, comme je vous l'ai déjà dit, ça va rejeter Vichy. Passe deux diapos. Tiens, tu vois sur celle où il y a la photo d'un mec, Thibaut. C'est bon, c'est bon. Ouais. Donc, au début, il y a le tripartisme qui fonctionne, sauf qu'en 47, qu'est-ce qui se passe en 1947? Le grand 1 Ouais. Ah, c'est la refondation de l'État républicain. C'est bon? Voilà, ça va de 46 à 58. Et on fera que le grand 1 aujourd'hui. Hein. Donc là, c'est un peu le moment où il va falloir se concentrer. Donc, il y a un contexte de guerre froide hein, qui a lieu. Donc, on a les... Au grand C? Non, mais en fait, j'ai déjà expliqué un peu à la fin de avec la Constitution. En fait, le grand A et le grand B, c'est pour expliquer la Constitution. C'est juste des points, quoi. C'est des tirés. C'est pas grand A, grand B, grand C, machin, parce que ça va jusqu'à E. Hein. Tu comprends? Prenez des notes, quoi. C'est juste un... Enfin, c'est juste pour structurer, quoi. Parce que j'ai parlé de la même chose. Du coup, je dis grand C, machin. Mais bon, c'est pas très important. En Rémi, ça va vachement vite pour prendre des maths. Hein. C'est complexe. Moi, là j'écoute surtout, j'essaie de retenir un max de trucs. Et vu que tout le monde a la diapo, vu que je l'ai mise dans le truc, je reprendrai des notes après, je pense. Dac. Donc, on a un contexte de guerre froide. Et donc d'un côté, les États-Unis, le monde occidental. Donc, la France, par intérêt économique et puis même pour. Enfin, voilà, les États-Unis, ils ont une légitimité à ce que la France s'allie à eux, oui. Voilà. Donc, la France choisit plutôt de s'allier du côté des États-Unis, même si De Gaulle avait fait en sorte que la France garde sa souveraineté pendant le GPRF, parce qu'avec le plan Marshall, on voyait des pays comme l'Allemagne perdre complètement leur souveraineté. En fait, c'est les États-Unis qui s'occupaient de régir le pays. Mais donc, De Gaulle a fait en sorte que la France garde une souveraineté. Et donc, ensuite, par la suite, pendant la guerre froide, la France est alliée des États-Unis. Sauf que le Parti communiste qui forme le tripartisme, qui forme du coup cette majorité parlementaire qui, au début de la 4ème République, reste stable, et ben en fait, ils reçoivent leurs ordres de qui? Tout simplement de l'URSS, du Cominform. Et donc, en fait, ils vont être accusés de crétinisme parlementaire. Donc, ils vont être vivement critiqués par par les dirigeants soviétiques, ce qui font qu'ils vont totalement retourner leur veste. Donc, ils vont commencer à devenir une sorte d'opposition virulente. Et donc, ça va complètement chambouler cette stabilité parlementaire. Et donc, on va faire le tripartisme, il va voler en éclats. Il n'y aura plus du tout de majorité stable. Hein, et donc, pendant les 9 ans de la 4ème République, où il y aura des gouvernements de la 4ème République, il y aura 21 gouvernements qui vont se succéder. Donc, c'est énorme. Par exemple, je sais plus, je crois que De Gaulle, il a eu que 2 premiers ministres. Ouais, c'est ça. De Gaulle qui a aussi gouverné pendant 9 ans. Non, peut-être 11 ans, je crois. Ouais, 11 ans. Il a eu que 9 premiers ministres. Ou 3, je sais plus. Ouais, 3. Ouais, enfin bref. Et attends, j'ai dit 9. Bon, mais laisse. Et donc, ensuite, suite à l'opposition, on a donc cette opposition du PCF. Et ensuite, le mode électoral aussi pose problème, puisque c'est un scrutin proportionnel. Donc en fait, le scrutin proportionnel, c'est les partis qui vont proposer des listes, et chacun va voter pour une liste. Et en fonction du pourcentage attribué à chaque parti en termes de vote, va y avoir des représentants de cette liste.
Donc, ce qui fait qu'on a plein de partis. Ça marche pareil pour les maires actuellement. Ouais, c'est ça. En fait, t'as genre, ouais, en fait, c'est ça. C'est les partis qui proposent une liste avec une tête de liste, donc qui va sûrement devenir maire, parce que c'est le conseil municipal qui élit le maire. Hein. Donc, la tête de liste, donc là, par exemple, c'est Arnaud Robinet, c'est la liste d'Arnaud Robinet qui a eu la majorité absolue. Et donc là, ils ont 50% des sièges, plus genre, je crois, genre s'il est élu à 55%, il a 50% des sièges de l'Assemblée, plus 50% des sièges restants, tu vois, un truc comme ça. Et genre après, c'est partagé entre les autres têtes de liste. Ouais. Enfin bref. Donc ça marche un peu comme ça. Et donc ça. Enfin, c'est pas comme ça, hein, vraiment. C'est pas comme les municipales, les élections législatives. Et donc on a voilà, on a plein de partis, plein de clans. Et sauf que ces clans, par comment dire, par opportunisme politique, ils vont pas hésiter à renverser les gouvernements. Donc de ce côté, on a cette instabilité ministérielle à cause de cette multitude de partis à l'Assemblée nationale. Ensuite, on a De Gaulle qui milite dès 1946, donc même avant le référendum, pour une révision de la future constitution. Donc, dans son discours de Bayeux, attendez si je retrouve, il est hyper cynique envers ce système politique. Attends, je ne sais pas si j'ai une citation pour vous. Ah ouais. Enfin non. Enfin bref. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire De Gaulle pour essayer quand même d'influer toujours dans la vie politique? Il va former le Rassemblement du peuple français, le RPF, en avril 1947. Et directement, comme De Gaulle, il a une légitimité que personne en France n'a, vu que c'est le premier résistant, et ben ça va être un succès phénoménal. Et donc, par exemple, il y a les villes de Paris et de Strasbourg qui vont être conquises au municipal de 1947. Et il y a des estimations qui disent qu'ils récoltent à peu près 40% des voix dans les communes de plus de 9000 habitants. Donc c'est un raz-de-marée gaulliste. Et donc pour essayer de conserver la majorité, la SFIO et le MRP qui vont jamais bouger du pouvoir, la SFIO et le MRP qui vont jamais bouger du pouvoir, ils vont s'allier avec d'autres petits partis, mais ça ne sera jamais les mêmes. Et ça, on va appeler ça la troisième force. Donc la troisième force, c'est hyper instable, parce que encore une fois, c'est beaucoup de partis. C'est beaucoup de partis qui ne sont pas d'accord entre eux, qui n'hésitent pas à se renverser entre eux. Et donc on a les trois grands, PCF, enfin les quatre maintenant avec le RPF, PCF, CFIO, MRP, RPF, ouais c'est ça. Et donc à côté de ça, on a plein de petits partis qui sont représentés, qui vont constituer la troisième force avec le MRP et la CFIO. Et ensuite, on a une poussée de l'extrême droite, hein, à partir dans les années 50, et on appelle ça le poujadisme. Donc le poujadisme, qu'est-ce que c'est que le poujadisme? Le poujadisme, c'est attendez, que je retrouve ma page. Voilà, le poujadisme, ça naît suite à une exaspération des petits commerçants et des artisans hein, qui s'estiment lésés. Ils estiment que les grands commerçants, les riches, sont bien plus avantagés. Ils estiment que les riches sont bien plus avantagés. Donc, il faut notamment ils ont une haine des contrôles fiscaux parce que en fait, c'est le temps où l'impôt il est de vigueur. C'est le temps aussi où on commence à contrôler les impôts, à inspecter qui contrôle ces impôts. Donc les contrôles fiscaux, ils commencent à exaspérer ces petits commerçants qui se trouvent un peu démunis. Et donc il y a un papetier qui s'appelle Pierre Poujade qui va essayer d'empêcher la tenue de ces contrôles. Et donc suite à ça, il y a ce mouvement d'extrême droite qui va se former. Et donc ce mouvement, il est anti-décolonialiste. Donc ça veut dire qu'il veut que c'est un nationalisme exacerbé qui veut qu'on garde les colonies par intérêt international et économique, enfin tout ce que vous voulez. Mais voilà, leur truc c'est on veut pas payer d'impôts, on veut qu'il y ait vraiment une puissance parlementaire et qu'il y ait plus de stabilité.
ils veulent renouveler la classe politique et garder les colonies. Et ensuite, voilà, ça c'est plus accessoire, ils sont un peu antisémites, peut-être un peu trop. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop certains hommes politiques comme Mendes France ou Léon Blum. Ça vous suivez? Et donc, tout ça pour dire que l'extrême droite, elle n'existe pas depuis l'arrivée des migrants d'Afrique subsaharienne ou quoi, depuis Jean-Marie Le Pen. Non, l'extrême droite, elle a toujours existé en France. Donc, c'était d'abord les monarchistes. Ensuite, c'était les ligues pendant les années 30 avec le Front populaire. Dans les ligues, on a retrouvé quand même François Mitterrand, François Mitterrand qui a eu un passé un peu ambigu. Donc voilà, tu peux passer à la diapo d'après, Thibaut. Mais malgré cette vie politique chaotique, on a un État qui est renforcé. Pourquoi il est renforcé? C'est parce que l'administration, elle devient hyper efficace. Donc, malgré le fait que les ministres, face à un roulement permanent, il y a un personnel politique qui est pas renouvelé, enfin qui est stable plutôt. Et pourquoi il est stable? Parce qu'on a l'apparition de l'ENA, donc l'École nationale d'administration qui a été fondée en 1945. Donc, les gens qui sortent de l'ENA, ils vont devenir des énarques. Les énarques, c'est quoi? C'est les gens qui sortent de l'ENA et qui ensuite deviennent hauts fonctionnaires, qui ont du pouvoir politique et qui participent à l'action publique. Donc l'action publique, donc toutes les décisions, toute la politique exécutive, elle est très stable, elle, contrairement, enfin, pas toute la politique exécutive, pardon, parce que les ministres changent beaucoup, mais l'administration de la République, elle change peu, elle est stable suite à l'apparition de cet ENA. Et ensuite, malgré le fait que qu'il y ait une instabilité ministérielle, il y a quand même des principes qui régissent la vie politique. Et ces principes, ils sont tout le droit issus de la résistance. Ils sont issus du programme du Conseil national de la résistance qui s'était tenu en 1943, que Jean Moulin avait présidé. Et donc, en fait, ce programme, il demandait quoi? Il demandait une sécurité sociale, il demandait des dénationalisations, il demandait le rétablissement des libertés fondamentales. Et donc, tout ça, on va l'avoir avec la 4ème République. Donc, il y aura des nationalisations, et ces nationalisations, par exemple du Crédit Lyonnais ou de EDF, pour ne citer que, et ben, ces nationalisations, elles vont créer un renouveau économique. Donc, pour la France, ça va être le début des 30 Glorieuses. Donc, ça va être une période de forte croissance où il y aura une tertiarisation de l'économie. Et tout ça, tout ce que je viens de dire là, il faut le mettre en corrélation. La tertiarisation, en fait, c'est que ça va plus être on va s'éloigner peu à peu de l'agriculture et de l'industrie, et on va passer à une économie basée sur les services. Donc sur les services, sur la médecine, sur les commerçants, enfin bref, la finance, tout ce que vous voulez. Et donc, suite à cette administration, avec cette administration qui devient efficace, il y a la fonction publique qui prend plus d'importance. Il y a les nationalisations qui font que l'État a un rôle dans l'économie. Donc là, on est dans une sorte de socialisme. C'est comme ça qu'on appelle le fait que l'État ait un rôle dans l'économie. Et donc, tout ça, c'est issu des idéaux de la résistance. Donc ça, faut bien le comprendre, que cette 4ème République, elle vient majoritairement de la résistance. Ensuite, il y a l'État-providence qui naît. Donc ça, c'était aussi une notion qui vient de la résistance, qui a été décidée après la conférence du CNR en 1943. Donc cet État-providence, il est basé sur quoi? Il est basé sur une redistribution des revenus. Pourquoi une redistribution des revenus? C'est pour augmenter le niveau de vie. Donc cet État-providence là, ça marche par le soutien à la consommation qui va entraîner la croissance parce que justement on va produire plus, les Français vont consommer plus, et donc ça va, ça va faire une chaîne, ça va provoquer la croissance, ça va engendrer une belle croissance. Et ensuite, il va y avoir une sécurité sociale. Donc en fait, la sécurité sociale, c'est quoi? C'est les Français, ils payent des impôts, certes, mais d'un côté, ils peuvent se faire soigner dans les hôpitaux publics gratuitement. Et donc, il va y avoir des services proposés par l'État. Ça va être un État social. Donc ça va être les Français qui contribuent. Ça va être les Français qui vont contribuer à enrichir l'État. Mais l'État, toutes ces richesses, elle va les redistribuer pour que les Français puissent avoir des services. Donc en fait, c'est
c'est une association qui va engendrer la croissance de la France et une prospérité économique. Et enfin, on fait face à une décolonisation, donc d'abord par la guerre d'Indochine, donc qui se solde par une débâcle militaire en 54, donc elle dure de 46 à 54, cette guerre d'Indochine. Donc la France est aidée par les Américains, mais enfin voilà quoi, ils font face à une guérilla dans les jungles, ils peuvent rien, ils peuvent pas faire grand chose à part faire des massacres, même et en touchant les civils. Donc c'est une sorte de gouffre financier et donc après la débâcle militaire de Dien Bien Phu, où l'armée française est massacrée par les Viet Cong, et bah il va y avoir, enfin voilà, l'Indochine va acquérir son indépendance, être divisée en 3 pays, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Ah non, 4 pays, parce qu'il y aura le Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam. Excusez-moi. Et donc, va y avoir aussi les DOM-TOM, hein, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de DROB, les départements et régions d'outre-mer, qui vont perdre leur statut de colonie et devenir des départements. Donc, ils vont totalement s'intégrer à ce processus républicain là. Et voilà, ils vont perdre cette connotation péjorative de colonie. Mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est toujours pas ça pour les dom-tom, parce que le niveau de vie est quand même bien moins élevé qu'en France. Et enfin, il y aura la guerre d'Algérie, et qui va directement contribuer à la chute de la 4ème République. Donc passe à la diapo suivante, Thibaut, s'il te plaît. Vous entendez là? Ouais, on t'entend. Ok. Non, je vérifie parce que vas-y. Donc cette guerre d'Algérie, elle dure de 54 à 62. Mais sauf que vous me direz, la 4ème République, elle chute en 58, c'est quoi ce délire? Donc ça veut dire que la guerre, mine de rien, elle a entraîné la naissance d'une nouvelle république. Donc, suite à la crise de Suez, donc on en avait parlé pendant le Moyen-Orient de ça, en 56, la crise de Suez, il y a la France et les Britanniques qui vont coller leur raclée à Nasser, sa raclée à Nasser, là, le président égyptien, parce que ce connard, il veut nationaliser le canal de Suez. Donc ils sont pas d'accord, comme c'est des compagnies privées qui gèrent le canal de Suez. Et donc ils défoncent Nasser. Sauf que l'ONU, elle va, Oui. l'ONU va prendre en grippe la France. Ouais. Elle va prendre une. Voilà. L'ONU va prendre en grippe la France. Et donc ça va. La guerre d'Algérie, ce conflit va s'internationaliser. Donc va y avoir une opinion publique mondiale qui va très très mal percevoir ce conflit parce que on a d'un côté les Américains qui, suite à leur passé, comme c'était une ancienne colonie anglaise, vont défendre la décolonisation. Ils vont soutenir la décolonisation et la fin des colonies. Et d'un autre côté, on a l'URSS qui, elle aussi, est très virulente à l'égard de la colonisation, parce qu'elle estime que la colonisation, c'est la forme la plus grave de l'impérialisme. Donc ça veut dire que c'est une domination à outrance, l'impérialisme un peu. Et donc ensuite, ce conflit il s'internationalise suite à la crise de Suez. Mais en France, elle est très très mal perçue. Et il y a une vraie crise morale vis-à-vis de ce conflit. Et donc d'abord, c'est la jeunesse qui refuse catégoriquement de prendre part à ce conflit et de cautionner ce conflit, parce que cette jeunesse, en fait, elle est directement envoyée en Algérie via le contingent. Et donc, enfin voilà, il y a aussi l'utilisation du napalm qui est très critiquée. Il y a la torture aussi qui refait son apparition. Après, vous me direz, ouais, c'est la guerre, la torture elle est dans les deux camps. Il y a des exécutions sommaires, c'est partie de la guerre. Mais même, on est après la Seconde Guerre mondiale, pas très loin après la Seconde Guerre mondiale, l'occupation nazie a laissé des traces, et la torture en France, enfin là, même je pense qu'aujourd'hui, si l'armée française faisait ça, on cautionnerait pas, parce que c'est une atteinte aux droits de l'homme. Et donc voilà, ça provoque un tollé. Et d'autre part, on a les Français d'Algérie. Et donc ces Français d'Algérie,
il y a une autre part de l'opinion publique qui va se dire mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont se faire massacrer si on laisse l'Algérie devenir indépendante. Et puis ces Français d'Algérie, c'est très compliqué parce ils vivent là depuis parfois 7 ou 8 générations. Hein, L'Algérie, ça fait 120 ans qu'elle est française. Et donc, voilà, ces gens-là, c'est comme si tu étais un Breton et que là, tout d'un coup, enfin, si tu étais un Breton d'origine, je sais pas, sudiste, tu vivais en Bretagne, ta famille vivait en Bretagne depuis 7 générations, et que là, la Bretagne, elle dit on est indépendant et les Français de Bretagne, ils dégagent. Enfin, vous voyez, c'est bizarre. C'était un peu ce sentiment-là qu'il y avait. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment, vraiment le sentiment qu'il y avait à l'époque. Et donc, voilà, il y a une sorte de crise morale en France. Une sorte de crise morale, donc une indignation suite aux exactions commises par l'armée française. Mais il y a aussi une autre part de l'opinion publique qui veut que l'Algérie reste française et que les Français d'Algérie puissent conserver, puissent rester en Algérie, que l'Algérie reste française. Mais le souci, c'est que ces Français d'Algérie, ils sont hyper sensibles aux idées d'extrême droite. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que Perpignan, il y a une grosse communauté pieds noirs. Et hier, ça a été un maire du Rassemblement national qui a été élu. Mais vraiment, genre, enfin non, qu'est-ce que je dis? Il a remporté le premier tour à vraiment 10 points de plus que le deuxième. Et donc, voilà, il s'appelle Louis Galliot. Donc, pour retenir ça, il faut dire que les pieds noirs, depuis toujours, l'extrême droite, c'est leur truc. Et donc, en plus de cette crise morale, il y a une crise politique. En effet, ça renforce l'instabilité ministérielle, cette guerre-là. Donc les gouvernements ils se succèdent. Il y a le gouvernement de Mendes France de 54 à 55 qui va essayer de renforcer un peu l'exécutif pour pouvoir négocier la décolonisation de l'Algérie. Sauf que Mendes France en 55, paf, il dégage. En 56, ça va être ce qu'on va appeler le Front républicain qui va naître. Et donc ce Front républicain, il va être beaucoup plus violent. Hein, c'est à cause de ce Front républicain qu'on va avoir ces affaires de torture, de massacre, d'utilisation de napalm. Donc le leader de ce Front républicain, c'est Guy Mollet, hein, c'est le socialiste. Et donc ensuite, on aura pas mal de gouvernements, donc des radicaux, il va y avoir le MRP aussi qui va gouverner à un moment. Et donc voilà, il y a une instabilité ministérielle qui renforce donc le mal-être chez les Français d'Algérie. Et enfin, c'est un gouffre financier parce qu'une guerre, ça coûte très très cher. Vraiment, il y a un déficit budgétaire qui se creuse, même au niveau du commerce. La balance elle devient déficitaire, ça veut dire qu'on importe plus qu'on exporte. Et le franc, il est dévalué de 20%. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, dévaluer une monnaie, ça veut dire que, par exemple, ton paquet de pâtes, de l'acheter 1 euro, tu vas l'acheter 2 euros. Donc là, vu qu'il est dévalué de 20%, ils vont acheter 1,20 euros. Mais imaginez pour acheter, je sais pas, une maison, une voiture, ou enfin même, enfin bref, c'est énorme. Et donc, voilà. Donc il y a la guerre d'Algérie, ça provoque une crise sur tous les points. Et donc les généraux qui sont en Algérie, donc les généraux qui sont en Algérie, donc le général en chef, c'est le général Massu, hein, M-A-S-S-U. En 58, en mai 58, ils vont décider de tenter un coup d'état militaire. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à Alger, ils vont prendre le pouvoir, ces généraux, ils vont menacer de débarquer à Paris et de débarquer en France, pardon, pour monter sur Paris et prendre le pouvoir. Donc pour éviter ça, il y a le gouvernement de Pierre Pflimlin, P-F-L-I-M-L-I-N, Pierre Pflimlin, qui va rappeler De Gaulle. Et donc De Gaulle est rappelé. De Gaulle. La prochaine fois, tu peux pas écrire les noms des mecs chelous là? Ah, Pflimlin, ouais. Mais j'y penserai parce que. Mais tu vois, en fait, c'est pas. Ah ouais. Pflimlin, mais c'est chelou. Pflimlin. Merde, c'est pas.
film, non, voilà. Et donc De Gaulle, il va arriver, il va être nommé président du Conseil. Et avec l'aide de soutien de proches à lui, comme Debré ou Pompidou, il va rédiger une constitution, un projet de constitution, qui sera soumis par référendum aux Français en octobre 58. Et donc elle va être adoptée à je sais plus combien de pourcents, attendez. Je ne sais plus. Bah, attendez, j'ai pas le cours sous les yeux. En bref. Et donc suite à ce référendum, c'est la chute de la 4ème République et on passe à la 5ème République. Voilà, c'est bon. Fin de la 4ème République. Vous avez compris? Des questions? Pas de questions? Bonne Attends, question. faut que j'ai mis tout le monde. Ouais, la fois de tout le monde. Je pense Non, en qu'on vrai, peut c'est faire un giga gros GG à intéressant. Rémi. Faut pas l'applaudir. C'est super intéressant, mais ça va très vite, quoi. Donc, du coup.